Auriculaire donne la parole aux autrices de bandes dessinées. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Sylvie Fontaine. Pendant ses études aux arts décoratifs à Paris, elle hésite entre photo et dessin. Elle choisit finalement ce médium pour s'exprimer et transmettre sa vision du monde. Elle nous parle de femmes puissantes, d'art, de métamorphose du corps, de notions de genre et de la pression de la société sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Bonjour Sylvie, je suis ravie de t'accueillir. Peux-tu nous expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à faire de la bande dessinée ? Bonjour Élise, oui avec plaisir bien sûr, parlons-en. Donc j'ai fait les arts décoratifs à Paris. En fait j'hésitais à cette époque-là beaucoup entre la photo et l'illustration. Pour tout un tas de raisons. J'aimais beaucoup la photo, mais j'étais pas du tout sûre de pouvoir continuer. Et en fait, parce que c'était à l'époque très différent, c'était plus cher, plus complexe à pratiquer, notamment tout ce qui était en fait développement. Le labo, c'est un moment génial dans le processus photographique qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, mais c'était un moment important que j'aimais bien, mais qui coûtait cher à faire tout seul dans son coin. Donc c'était à l'époque de l'argentique. C'était donc à l'époque de l'argentique, dans les années 80. Et donc en fait j'ai fini par choisir le dessin parce que le dessin a un côté totalement immédiat et aussi parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec très peu d'outils. Il suffit juste d'avoir une feuille et un crayon et hop, c'est parti. Donc il y a une espèce de simplicité et d'efficacité immédiate qui me séduisent beaucoup dans le dessin et qui sont du coup un processus que je continue à répéter avec toujours autant de plaisir. Et il y a aussi le côté magique d'apparition qui fonctionne dans le dessin comme il fonctionne dans la photo, dans le laboratoire. Il y a ce même plaisir d'apparition en fait. Donc le dessin est venu pour ça et sans doute aussi parce que j'étais avec pas mal de dessinateurs. Les gens autour de moi étaient plus dessinateurs que photographes. Donc il y a eu aussi cette communauté artistique qui a joué, je pense. Et puis, en fait, les métiers artistiques, pour moi, se sont précisés parce que la photo, c'était un petit peu dans l'idée d'être reporter, ce qui est une chose très particulière et super intéressante, mais les études d'art n'y préparent pas vraiment. Et du coup, le dessin, c'était un autre versant. Des études de journalisme que de photo. Et en fait, je pouvais pas faire ces études-là de photographie en tant que reporter parce que j'avais pas un bac scientifique. Et à l'époque, c'était encore nécessaire. Enfin, les écoles de photo le demandaient en tout cas. Moi, je suis plutôt de formation littéraire. J'ai un bac littéraire. Donc en fait, il fallait changer un peu son fusil d'épaule par rapport à ça. Et en découvrant la pratique du dessin dans les écoles d'art, qui devaient donc me former à la composition, au cadrage, etc., toutes les choses nécessaires pour faire de la photo, et qui sont donc aussi nécessaires en dessin, le monde de l'art et non plus du reportage m'est apparu comme quelque chose d'extrêmement constructif et d'extrêmement à la fois, comment dire, c'est un retour à soi, c'est un échange entre soi et le monde qui m'a paru d'une grande force et d'une grande un grand intérêt parce qu'il y a une possibilité d'introspection et de construction de soi qui se sont jamais arrêtées. Et ça me paraissait peut-être plus évident du coup dans le dessin et dans la pratique artistique que dans le reportage. Voilà, une découverte de soi. Et quand tu étais plus jeune, justement, tu parlais de tes études littéraires. Est-ce que tu étais déjà lectrice de bande dessinée ou c'est venu par la suite ? Oui, j'étais lectrice de bande dessinée depuis presque toujours. En fait, je me rappelle de mes pif gadgets, de Tintin, les magazines auxquels j'étais abonnée, que j'adorais, et qui étaient des moments attendus et espérés régulièrement. Après, ça a été à suivre quand j'ai commencé à grandir un peu. Et il y avait le même plaisir d'attente et de répétition de la découverte. Et puis, dès que j'ai eu 15-16 ans, toute la bande dessinée de ces années-là était dans mon paysage visuel en permanence. Enfin, ça m'a jamais quitté.
Et en fait, c'est peut-être juste étonnant que j'en ai pas fait tout de suite, finalement, de la BD, parce que ça faisait vraiment partie de moi d'une manière complètement naturelle. J'ai jamais compris pourquoi on faisait un tel hiatus, d'ailleurs, entre les autres arts et la bande dessinée. Pour moi, c'était familier, autant que la peinture ou la littérature. C'était au même niveau, je mettais tout au même niveau, quoi. Mais effectivement, au départ, c'est pas quelque chose. Tu es pas rentré dans tes études en te disant je veux faire mes études pour être autrice de bande dessinée ou dessinatrice. Non, non, pas du tout. En fait, je pratiquais pas le dessin. Je dessinais pas. J'ai dessiné comme beaucoup d'enfants jusqu'à 11 ans. 11-12 ans, on va dire, jusqu'au moment où on commence à se rendre compte de ce qu'on fait, de la qualité de ce qu'on produit. Et inévitablement, on se retrouve confronté à un dessin un peu enfantin. Et ça m'a déçue de moi-même. Je me suis dit, oh non, pas le dessin, je sais pas assez bien ce que je fais. Donc j'ai arrêté. Et puis du coup, je me suis contentée de lire. Et j'étais très heureuse comme ça. Et donc le retour à l'image, c'est vraiment fait par la photographie, par un intérêt au monde et à sa saisie dans l'image. C'est ça qui m'a réamené. Mais c'est vrai que j'ai fait un petit détour avant vers les sciences humaines, parce que j'ai pensé pendant quelques temps être peut-être psychologue ou psychiatre ou je ne sais quoi, puisque j'ai fait des études de psycho pendant 1 an. Mais ça a été un tel désastre que finalement j'ai changé de fusil d'épaule. Et il valait mieux pour les gens à qui j'aurais eu affaire. C'est bien comme ça. Et après, justement, quand tu as choisi la bande dessinée, ça s'est passé comment? Comment tu as commencé tes débuts? La bande dessinée, c'est venu assez tard dans mon parcours, parce qu'en fait, donc, je me suis plutôt spécialisée dans l'illustration, un peu jeunesse au départ, étant donné que c'est là où il y a le plus de travail pour un illustrateur. Donc j'ai fait du travail documentaire un petit peu, du documentaire animalier. Enfin, en premier, j'ai quand même fait de la publicité, mais la publicité m'a pas intéressée très longtemps comme processus de dessin. C'est pas génial de dessiner toujours ce que veulent les autres et pas ce qu'on veut soi. Donc en fait, je l'ai fait pour avoir une espèce de stabilité économique, mais c'était absolument pas satisfaisant au niveau pratique. Donc j'ai bifurqué vers l'illustration jeunesse, qui était déjà nettement plus satisfaisante en termes de choses dessinées, de ce qui est représenté, parce qu'il est question de ça, de qu'est-ce qu'on représente et quel plaisir on a à représenter les choses et comment on les représente. C'est des questions super intéressantes, et dans l'illustration jeunesse, c'était quand même plus chouette que dans la publicité, voilà. Après, ça restait quand même de la commande. Oui, voilà. Il y a toujours un moment où le travail de commande finit par être un petit peu soit lassant, soit répétitif, soit pas satisfaisant à 100%, parce qu'il y a une part de soi qui est mise de côté, qui n'a pas forcément à rentrer en jeu dans le graphisme ou le dessin ou la commande. Et j'avais envie d'être plus à 100% dans mon travail. Donc c'est pour ça que mon activité d'auteur finalement a commencé à pointer son nez et à se développer, mais seulement vers les 30 ans, quoi. Ce qui est assez tardif pour commencer la bande dessinée. C'est même très très tardif, hein. Mais voilà, c'est devenu un impératif, un besoin, une envie, et j'y suis allée comme ça, un peu au débeauté en fait. Et tu as commencé, tu as proposé des projets à des maisons d'édition, ou ça c'est... Pas tout de suite, en fait, je faisais des petits dessins à droite à gauche, et puis ils étaient sur le net. C'est des copains du Neuf en fait qui utilisaient mes dessins. Du Neuf, c'est aujourd'hui un site de critique de bande dessinée qui se porte bien et qui est connu parce qu'ils font un travail d'une grande qualité. Et en fait, donc, je connaissais un gars qui y travaillait, et il aimait bien mes dessins. Et donc, en fait, mes dessins ont commencé à circuler comme ça sur Internet. Et c'est marrant parce que j'avais une très grande méfiance par rapport à ça. J'avais peur qu'on me pique mes dessins, etc. Et en fait, c'est ça qui a permis à un éditeur de me contacter et puis de faire un projet avec moi. Donc en fait, au lieu que ce soit un outil de vol ou de mon travail, ça a été un outil, on va dire, de développement et un peu de promotion. Mais j'y croyais pas du tout à l'époque. Je voyais pas du tout
ce que ça allait devenir en fait. Oui, tu avais juste peur de te faire, effectivement, qu'on récupère tes Oui, dessins. Ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà fait piquer des dessins sans mon agrément, sans mon accord. Et d'ailleurs, chose marrante, j'avais peur que par Internet, on me vole des dessins. Et c'est grâce à Internet que ça m'a été révélé qu'un de mes dessins avait été utilisé sans mon assentiment. D'accord. Donc ça se retournait d'une manière plutôt rigolote en ma faveur. Tant mieux en même temps. C'est jamais très. Tant mieux que tu l'aies su. Après, malheureusement, je pense qu'en photo, c'est pareil. C'est quelque chose de malheureusement assez courant que des photos soient utilisées, récupérées et utilisées après sans. Aujourd'hui, c'est tellement facile en plus parce qu'il suffit à partir d'une photo, on rebidouille 2-3 trucs et puis ça y est, la photo, elle est plus. Si la définition n'est pas trop mauvaise, effectivement, on arrive à la récupérer. Oui, il y a des possibilités de bidouillage qui sont infinies aujourd'hui, donc la défense du droit à l'image devient beaucoup plus compliqué et ça devient même très raffiné à faire, très raffiné. Mais donc à l'époque, ça m'a plus servi qu'autre chose, finalement, donc d'avoir des dessins sur Internet. Et c'est parti comme ça, mais c'était des dessins qui étaient plus des illustrations, en fait. C'était pas encore des séries dessinées. Et puis, donc c'est pas avec la cafetière que j'ai commencé à travailler et à produire des albums. Voilà, c'est grâce à ça. Et donc actuellement, tu es à la fois autrice de bande dessinée et tu donnes aussi des cours, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Je suis professeure de dessin, en fait, à la fois dans un contexte de loisirs avec des enfants et des adolescents, et puis aussi dans un contexte donc plus sérieux puisqu'il s'agit de diplômes en fin d'études pour des BTS de design graphique notamment. Donc c'est une pratique assez différente, qui est plus orientée vers le dessin et le graphisme pur. C'est moins la bande dessinée qui est concernée, mais c'est passionnant. Enfin, j'aime le dessin sous toutes ses formes, donc je suis ravie d'être avec des jeunes gens et de discuter de dessin toute la journée, quoi. C'est super intéressant. Et comment te sens-tu aujourd'hui dans la bande dessinée, ou même hier, comment te sentais-tu dans la bande dessinée quand tu es arrivé assez tardivement, comme tu disais, dans ce milieu professionnel là, comment ça s'est passé pour toi ? En fait, c'est quand même la bagarre. C'est la bagarre. Le milieu artistique éditorial, on va dire, en général, et le milieu de la bande dessinée un peu aussi. Non pas forcément la bagarre entre les personnes d'une façon individuelle, mais c'est la bagarre économique déjà. Enfin, c'est un milieu extrêmement tassé, on va dire. Il y a beaucoup de monde, donc on est tous tassés les uns contre les autres à vouloir publier, être vu, être édité. Et c'est vraiment très difficile aujourd'hui. Enfin, c'est à la fois hyper facile et hyper difficile d'être édité, parce que je trouve que le niveau d'exigence pour l'édition a baissé. En termes de qualité, on voit aujourd'hui des choses éditées qui sont des choses d'étudiants, on va dire, des choses qui commencent à vivre, donc qui ont le droit de vivre bien sûr, mais qui demanderaient peut-être à avoir plus de qualité graphique. Donc en fait, on peut, tout en étant aujourd'hui pas encore un dessinateur confirmé, avoir déjà des albums existants et publiés. À la fois, c'est bien parce qu'avant, il fallait attendre peut-être plus longtemps, et c'était plus difficile. Enfin, c'était un chemin un petit peu plus escarpé peut-être parce qu'il fallait passer par la prépublication et après seulement il y avait l'album, etc. C'était un processus différent. Aujourd'hui, la donne a quand même beaucoup changé et donc il y a une énormité de bandes dessinées qui paraît par an et donc ça, c'est difficile pour les œuvres. C'est difficile à vivre pour toutes les œuvres en fait, je pense. D'accord. Et pour toi, est-ce que tu te sens... est-ce que tu as besoin de te bagarrer pour te faire publier, ou est-ce que ça a été plutôt... d'après ce que tu disais, ça avait l'air plutôt simple puisque du coup, tu as été contacté par une maison d'édition en tout cas pour ton premier album. Par la suite, ça s'est enchaîné simplement, ou ça t'a demandé un vrai effort, un vrai travail En fait, l'effort, il est sur le fait qu'on est soi-même la force de travail principale et
c'est pas que de trouver un éditeur qui va être parfois peut-être un peu acrobatique, parce que moi j'ai un travail qui est un petit peu sur la marge, j'ai pas une manière très conventionnelle d'approcher la bande dessinée. Mes récits sont un petit peu en marge, on va dire. Bon, par exemple, mon premier ouvrage, ma première série, c'était des personnages avec des têtes dans des cubes, donc forcément il y a quelque chose d'un petit peu particulier graphiquement. Mais donc c'est pas que ça, c'est aussi le contexte économique qui rend ça difficile. Si on est en autoproduction et qu'on n'a pas d'avance de droit d'auteur, bah on rame quand même pour produire, parce que la bande dessinée, c'est un art très long à pratiquer, c'est un art qui doit se pratiquer tous les jours pour que ça fonctionne bien, pour que le dessin soit fluide. Donc il faut être sur l'affaire tout le temps. Et si on n'est pas payé, si on n'a pas d'avance, ben, comment on fait ? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille à côté, ce que connaît un très grand nombre de dessinateurs et de dessinatrices. Donc il y a cette difficulté de financement des projets qui est la plus grande difficulté. Parce que finalement, avoir l'envie, produire et puis trouver quelqu'un qui va s'intéresser, c'est faisable. Mais c'est le temps et l'argent, toujours le nerf de la guerre, qui pose un gros problème en général. Ça, c'est difficile. Il m'est arrivé, par exemple, de faire un petit bouquin avec un éditeur, qui était un tout petit éditeur. Le bouquin, il l'a fait à un moment où il n'avait pas trop de sous. Donc déjà, le livre avait une forme différente des autres livres de la collection, un papier différent et une couverture différente. Il se trouve que cet éditeur a disparu de la circulation. C'est-à-dire que normalement, donc j'avais pas été payée, rien ne m'avait été donné comme avance. Je fais le livre, ok. Le livre commence à rentrer sur le marché et le type a disparu quelques temps plus tard. Donc je n'ai jamais touché un seul centime. Même si j'ai vendu 10 bouquins, je dois toucher la somme afférente, les droits d'auteur afférents. Et rien du tout, mais rien de rien. Donc ce genre de choses, ce genre de cas, c'est vraiment... je ne sais pas si c'est lié au sexisme, je ne sais pas à quoi c'est lié. C'est lié à une difficulté économique, c'est certain, mais c'est aussi lié à une espèce de pratique du milieu qui est bien bizarre quand même. Parce que ça, c'est dans les autres domaines du travail, on l'emmène au prud'homme, le gars, quoi. Oui. Et là, moi, je travaille comme beaucoup de personnes, sans contrat. Sans contrat préalable, le contrat, on peut le signer en cours de route ou à la fin ou après, 2 mois plus tard. C'est souvent le cas. Voilà. Oui, c'est souvent le cas dans l'édition où les contrats de droits d'auteur sont signés en fin de projet. Normalement, le contrat doit être signé avant que l'ouvrage soit sur le marché. Normalement. Voilà, ouais. Tout est dans ce petit mot. Et en fait, dans l'édition, dans l'édition de bande dessinée telle que je la pratique, donc ma pratique, elle est circonscrite aux petits éditeurs, notamment. Je travaille toujours dans ce secteur-là. Je pense que ce n'est pas le cas dans les maisons d'édition plus importantes, où il y a un service juridique qui est quand même plus vigilant. Peut-être. Enfin, j'entends quand même parler de choses chez des gros éditeurs qui sont pas du tout confortables pour les auteurs non plus, quoi. Enfin, donc il y a ça. On est en train en fait de parler du confort de travail qui est très d'une grande réduit. Précarité en fait, d'une grande précarité. Et selon toi, justement, est-ce que tu as le sentiment que, alors, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette précarité, elle est générale, mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir une position encore plus précaire du fait que tu es une femme, ou est-ce que pour toi, ça n'influe pas à ce niveau-là ? Alors, j'ai toujours eu l'impression d'avoir affaire à des gens corrects en général. Et je ne sais pas si cet éditeur dont je viens de parler, qui a disparu de la circulation, n'a pas payé les autres de la même manière. Ça, je ne le sais pas. Oui, tu l'ignores. Est-ce qu'il a été plus grossier avec moi économiquement qu'avec ses autres partenaires qui étaient des dessinateurs, parce que je crois me souvenir que j'étais la seule dessinatrice dans la bande. Je ne le sais pas, mais on peut... Enfin, les suppositions là sont un petit peu gratuites. J'ai pas d'épisode fracassant sur le sexisme dans ce milieu à raconter, mais c'est une grande évidence que les hommes sont à l'aise entre eux depuis longtemps dans ce milieu-là comme dans bien d'autres, étant donné qu'ils dominent le marché du travail en général. Donc oui, il y a une espèce d'aise des hommes entre eux à laquelle on participe pas encore.
Et il y a quelque chose qui doit se faire et qui doit se travailler sur le long terme, qui est en route, parce que les femmes, ça y est, sont plus nombreuses maintenant dans la bande dessinée. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent aujourd'hui dans ce métier et elles n'ont pas envie d'en baver plus que d'autres, quoi. Donc je pense que ça va vraiment faire bouger les choses dans les années qui viennent. Mais j'ai bien dit dans les années. Ce ne sont pas des choses qui se font sur 1 ou 2 mois, sur un temps trop court. Il faut qu'on soit dans le long terme et qu'on soit costaud par rapport à ça, parce que des conditions de travail, on le voit en général quand on regarde autour de nous dans le monde, faire bouger des conditions de travail, c'est d'une pénibilité extrême. C'est-à-dire qu'il faut être teigneux, il faut être très teigneux, quoi, en fait. Et au sein des maisons d'édition, tes interlocuteurs, alors tu disais que toi, tu as quand même plutôt travaillé avec des petites maisons qui ont aussi un modèle économique assez précaire. Oui, tout à fait. C'est très difficile aujourd'hui d'éditer des livres et économiquement, c'est pas toujours rentable, loin de là. Mais tu as plutôt eu affaire à des éditeurs masculins ou c'est assez mélangé? Est-ce que tu penses que une féminisation plus importante de l'univers éditorial de la bande dessinée pourrait aussi contribuer à faire changer le regard sur les femmes, sur les autrices de bande dessinée? C'est une question intéressante parce que c'est vrai que j'ai majoritairement travaillé avec des hommes dans le milieu de la bande dessinée. Dans le milieu de l'illustration, non, il y a eu des femmes. Mais en bande dessinée, j'ai quasiment toujours eu affaire à des hommes. Par contre, c'est vrai que je connais une seule éditrice en bande dessinée et qu'elle se soucie d'une manière assez hors norme du bien-être de ses dessinateurs. Est-ce que c'est typiquement féminin? Est-ce que c'est son caractère à elle qui l'emmène vers ce souci humain particulier? C'est difficile à dire. Je travaille avec des gens qui sont corrects. Je tiens quand même à le dire en général, sauf la personne dont j'ai cité le cas, là, qui était un peu désastreux. Et quand il y a des brouilles ou des difficultés, souvent entre les éditeurs et les dessinateurs ou auteurs, c'est souvent quand même lié à l'argent. Enfin, pour moi, ce qui retourne de mon expérience, c'est plutôt ça. Donc en fait, je pense que ça devrait changer un peu la donne, qu'il y ait plus d'éditrices en termes d'intérêt pour les sujets. Je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose qui se détermine d'un petit peu différent dans l'approche. Il y a peut-être une volonté de gagner de l'argent tout de suite dans le monde éditorial en général et dans le monde de la bande dessinée, on va dire mainstream. Sauf que les petits éditeurs, eux, ils fonctionnent autrement. Ils sont prêts à prendre des risques. Donc ça, faut le reconnaître. On a des hommes qui prennent des risques en face de nous. Ce qui n'est pas normal, entre guillemets, puisqu'à priori, c'est eux qui ont le plus de besoin de rentrée d'argent pour vivre. Ça devrait être plutôt le contraire. Ça devrait être plutôt les grosses maisons qui devraient être prêtes à prendre des risques sur des petits... Normalement, ça leur serait beaucoup plus aisé, c'est vrai. Mais ils le font très, très peu. Alors qu'il y a pléthore de jeunes dessinateurs qui sont un petit peu dans la recherche par rapport à des évolutions graphiques du monde d'aujourd'hui, du monde du dessin d'aujourd'hui. Il y en a qui prennent des risques, hein, ça c'est vrai, mais très peu, et c'est plus les petites structures. Donc on se demande pourquoi, parce que en fait la grosse artillerie, ça devrait permettre ça. Une locomotive en édition, ça permet justement que d'autres auteurs existent. Donc on l'attend et on l'espère de la part des gros. C'est tout l'équilibre d'une maison d'édition, c'est-à-dire de pouvoir porter des projets grand public. Et c'est pas un gros mot, hein, mais non, tout à fait, c'est nécessaire, on le comprend très bien. Mais aussi de découvrir, de publier des jeunes auteurs ou autrices et des projets un peu atypiques. C'est vrai que je vois pas beaucoup de gros éditeurs qui mouillent vraiment la chemise et qui prennent des risques. Donc ça, c'est regrettable. Mais en même temps, ça laisse du boulot pour plein de petits éditeurs. Donc voilà. Prenons ce qui vient dans l'état où il est. Et en fait, ce qui est un peu déplorable, je trouve que en fait, les gros éditeurs, ils sont quand même sur une espèce d'occupation du volume et d'occupation de l'espace. Moi, j'ai vu des librairies et j'ai été un petit peu libraire dans ma vie là, et j'ai vu ce qui se passait par exemple à Noël, comment les choses arrivent par camion entier pour occuper du volume, occuper de l'espace, occuper du mètre linéaire. Est-ce qu'on est vraiment éditeur quand on fait de l'occupation d'espace comme ça pour être vu?
parce que c'est ça la bagarre, être vu. Donc c'est la bagarre du jour parce qu'on est de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus difficile de faire vivre un livre. Il faut un temps énorme pour qu'un livre vive vraiment. Et aujourd'hui en librairie, un livre il a 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire que le problème c'est qu'effectivement actuellement en librairie, on trouve essentiellement des nouveautés. Et une nouveauté est chassée par une autre nouveauté plus nouvelle. Oui, absolument. Vu les rythmes de publication. Et c'est sûr que malheureusement, des librairies qui ont vraiment un fond. C'est-à-dire quand on va en librairie et qu'on veut un titre paru il y a quelques années, on est mal. C'est assez triste parce que du coup, on ne trouve pas. On le trouve pas, il y a plus que la commande. Mais il y a même pas c'est même pas une histoire d'année maintenant, c'est une histoire de mois. C'est-à-dire qu'un livre sorti il y a 3 mois, il y en a plein. Enfin, s'il n'est plus en facing et si c'est pas le hit du jour, il faut le commander. Il n'est plus disponible immédiatement. Donc effectivement, il y a ce problème-là qui est un gros problème parce qu'il y a une espèce de course en avant à la productivité, à la production. Donc, qui est menée par les gros éditeurs. C'est pas les petits qui peuvent faire ça. Non. C'est vraiment les gros. Et ils sont tous en train de se pousser du coude pour leur parution. Et ça, c'est à la fois quelque chose qui leur permet de vivre et de survivre. Donc ça, je le comprends bien. Mais en même temps, ça bouche un peu l'horizon, quoi. C'est un peu une machine infernale. C'est une machine de guerre infernale. Qui donne aussi le sentiment d'appliquer une recette. Enfin, c'était dans un épisode précédent, on avait eu cette discussion avec Néphila, qui effectivement expliquait que, en tout cas, c'était le cas dans la bande dessinée érotique, mais je pense que c'est le cas dans plein d'autres genres de la bande dessinée, qu'il y a une espèce de recette qui fonctionne et qu'on va rechercher à appliquer cette recette de manière à peu près exacte pour reproduire à l'éternel, enfin, en tout cas reproduire en plusieurs exemplaires le succès précédent. Oui. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça fonctionne comme ça aujourd'hui ? Oui, j'ai l'impression très très nette que ça fonctionne évidemment comme ça. Enfin, il y a une espèce de recherche de la recette absolue qui nous éviterait de penser, de remettre les choses en question et d'avancer. Parce qu'on pourrait, ad vitam aeternam, effectivement, produire un modèle qui rapporterait toujours le même argent. Or, voilà, ça ne marche pas. Ça marche un certain temps, et puis après, ça s'arrête et on passe à autre chose. Par exemple, le manga a remplacé la bande dessinée des années 70, 80. Enfin, les choses se poussent les unes les autres. Donc, à la fois, la production intense, elle offre l'intérêt de voir une grande variété, mais il y a un aspect mécanique énorme qui compresse les choses, qui compresse les individus dans leur mode de travail et qui compresse les choses les unes aux autres, ce qui fait qu'elles perdent de leur valeur. Une chose qui ne vit plus et qui n'a pas d'espace pour exister, elle a aucune valeur et elle est perdue. Donc on est un peu dans un monde comme ça où les choses semblent perdre de leur valeur propre. Et moi, ça me paraît aberrant parce que si je fais des livres, c'est parce que le livre, pour moi, c'est un monde, c'est un univers, c'est une merveille. C'est un absolu. C'est quelque chose qui m'a fait grandir. Très joli. Ça m'a fait grandir, les livres. Sans les livres, je serais quelqu'un d'autre, quoi. Je serais quelqu'un d'autre de moins fait, de moins humain, sûrement. Ça m'a rendue humaine, moi, la lecture. Et une recette à l'humanité, je suis pas sûre que ça. Justement, voilà, non, il y en a pas, et c'est parce qu'on est en train d'essayer tous ensemble, en écrivant des livres, en lisant et en produisant des choses, de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que l'humanité et comment on peut la protéger et continuer à la faire vivre ? Que les livres, il faut les protéger aussi. C'est quelque chose de précieux. C'est pas que une marchandise. C'est sûr, c'est devenu une marchandise. Ça, c'est incontournable. On peut peut-être plus faire autrement, mais c'est précieux. Extraordinairement. Alors, moi, j'ai relevé dans les livres que tu as publiés, Calamity que tu as publié en 2005 et Zita un peu plus récemment en 2016, tu portraitises des femmes qui sont quand même hors normes. Est-ce qu'il y a un message derrière ces portraits de femmes exceptionnel, puisque Calamity, c'est l'histoire de Calamity Jane, mais racontée par sa fille. Oui.
Zita, c'est une... alors, tu me corriges si ce que je dis n'est pas tout à fait exact. Non, pour le moment, t'as bon, c'est bien. Et Zita, donc l'histoire d'une femme, d'une géante qui se promène à travers les époques. Oui, c'est vrai. C'est très hors norme. Du coup, est-ce que tu as un message derrière ces femmes un peu exceptionnelles ? Elles portent quelque chose et elles incarnent quelque chose, c'est certain. En fait, Calamity, c'est une émotion qui a créé ce bouquin. J'ai lu les lettres à sa fille, donc c'est un recueil de courriers que Calamity Jane... Alors, il y a des doutes sur l'authenticité, mais je dirais peu importe les doutes. Au moment où je l'ai découvert, je ne savais pas qu'il y avait des doutes, mais... Donc, ce sont censément des courriers de Calamity Jane à sa fille. Et ils sont d'une émotion et d'une tendresse incroyable. Donc, en fait, cette femme qu'on a toujours présentée comme une légende de l'Ouest, comme un demi-homme, et comme elle a souvent été un petit peu caricaturée, justement, parce qu'elle était un peu masculine. Il est vrai que pour vivre ce qu'elle a vécu, il lui fallait de la force et un sacré tempérament qui sont donc souvent plus représentés, dit-on, par les hommes que par les femmes. Or, elle en avait beaucoup. Par contre, pour vivre cette vie, elle a dû subir des choses et elle s'est infligée à elle-même des choses assez violentes puisqu'elle est morte relativement jeune. Elle avait 52 ou 53, si je me souviens bien. 53 années, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Et elle était complètement alcoolique et à la fin de sa vie, elle vendait son histoire de légende de l'Ouest pour quelques roupies pour pouvoir vivre et manger. Et en fait, la fabuleuse légende de l'Ouest, elle a fini sa vie dans quelque chose de misérable. C'était très triste. Donc il y a une espèce d'émotion dans ces textes qui était vraiment belle. Et ça m'intéressait aussi, ça posait la question un peu en creux, cet enfant qui reçoit tout cet amour, parce qu'elle ne les envoyait pas, les courriers, en fait, Calamity. Elle les gardait. Elle les gardait dans sa sacoche de selle de cheval, et ça a été retrouvé à sa mort. D'accord. Et donc, c'était intéressant de se poser la question, mais ces courriers dans cette sacoche, est-ce qu'elle les a reçus, la fille ? Donc, en fait, j'ai imaginé qu'une jeune femme recevait ce courrier et se posait des questions sur cette femme-là. Donc, c'est un espèce de double voyage dans le temps vers la mer, en fait. Et Zita, c'est un peu différent. C'est une femme qui éprouve des émotions aussi, bien sûr, mais c'est la puissance féminine, c'est le corps glorieux féminin un petit peu. C'est une super héroïne. Et je me suis accordé en fait beaucoup de facilité en lui donnant la possibilité de grandir et de rétrécir, ce qui accompagne ses états émotionnels, et aussi en la faisant voyager dans le temps, parce que ça m'intéressait de lui faire vivre des aventures philosophiques à la manière d'un conte philosophique, comme Swift dans Les Voyages de Gulliver. De Gulliver, oui. Ouais, parce que les femmes sont assez souvent évacuées de ce genre littéraire. En fait, il y a peu de, je connais assez peu qui viennent de loin de contes philosophiques dont la femme serait le héros principal, le personnage principal. Elles ont parfois une place, mais secondaire, anecdotique. Donc voilà, ça me plaisait pour ça, un peu de façonner un personnage qui puisse avoir cette dimension-là. Donc Zita représente ça, et puis elle représente aussi le corps féminin un peu assiégé. J'ai utilisé le fait que son corps soit si puissant pour le métamorphoser et lui faire changer d'état, pour représenter une variété féminine et la variété des états du corps féminin. Parce qu'on est des créatures polymorphes, en fait. La femme a un corps polymorphe et donc elle le sait assez tôt puisqu'elle se voit changer. Elle se voit changer et elle voit autour d'elle les comportements changer au fur et à mesure de sa métamorphose physiologique. Ouais. Et c'est intéressant de se dire que finalement le corps de la femme devient une espèce de territoire pour les marchands de toutes sortes, de territoire pour les marchands de produits, pour la pharmacie, les produits de beauté, etc. On est vraiment un corps intéressant. Et c'est aussi l'enjeu pour la religion, notre corps. C'est vraiment le centre de la guerre. Et de l'attention. De l'attention et d'une guerre, finalement, d'une guerre idéologique. D'une guerre idéologique, parce que le corps féminin, il n'existe pas tout seul, tranquille, face à lui-même, reposé, détendu. Il existe soumis à un nombre de pressions incalculables et très intenses
Bon, le corps masculin aussi, il faut bien l'avouer. Je serais injuste en n'en parlant pas du tout. Sûrement beaucoup mais moins. Je connais plus le corps féminin. Alors je parle de lui. Je sais mieux à quoi il est exposé et soumis. D'aller en parapharmacie par exemple, et de voir les rayons de produits de beauté pour les femmes et les rayons de produits de beauté pour les hommes qui est quasiment inexistant. La cible, alors même si les hommes peuvent utiliser des produits de beauté pour les femmes, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Ils peuvent nous piquer notre blush, on veut bien, venez les gars, il n'y a pas de souci. mais c'est sûr que la cible est quand même féminine. Donc effectivement... il y a des enjeux économiques et puis la pression de l'âge. Et puis la représentation. Donc l'image, elle est intéressante parce que on est obligé d'être dans la vie, de ressembler un peu à une image. Il faut qu'on soit une image. Sage comme une image, belle comme une image. Il faut qu'on finisse par ressembler à toutes ces métamorphoses sur Photoshop où les filles, elles n'ont plus de peau. On dirait des espèces d'androïdes. Donc, il faut qu'on finisse par ressembler à ça pour être viable, pour être aimable, baisable, désirable. Tout. Enfin, c'est quand même hallucinant. Alors, les hommes commencent à s'infliger des choses aussi assez voisines, mais arrêtez les gars, le faites pas, ça c'est pas bien du tout, c'est pas intéressant. On a testé pour vous. On a testé pour vous, n'y allez pas quoi. C'est pas surtout pas. Donc c'est une très très grosse pression. Et puis après il y a l'aspect idéologique un peu en sous-couche, le corps féminin. Eh bien si on l'annexe, on est un peu plus sûr de ce qu'il fait et où il va. Il y a un désir de contrôle. Bon ça se voit dans les religions, de contrôle de la productivité vraiment vitale du corps féminin. Si on le surveille constamment, on sait qui est le père. Enfin on en revient aussi un petit peu à ça. On sait à quoi il est soumis et donc on sait qui est le père. Il y a ça qui est sous-jacent. On sait ce qu'il fait, on le contrôle. Est-ce qu'il est juste et honorable et respectueux, le corps féminin ? Voilà, c'est les questions que la religion pose au corps féminin. Il n'est pas libre de lui-même. Bon, c'est intéressant de le dire, de le manifester, ça, que ça devienne conscient. En fait, le dessin, il est intéressant, comme tout un tas d'autres choses, pour devenir conscient de toutes ces choses qui sont véhiculées par nous et qui nous concernent pas forcément, qui sont pas à nous. Il faut se faire un espèce de nettoyage intérieur des choses qui nous appartiennent pas. Il faut les renvoyer soit à l'envoyeur, soit dans l'air autour de nous et se débarrasser. Ce qui n'est pas évident à faire parce que ça suppose de prendre quand même un certain recul sur sa condition et sur c'est aussi beaucoup de l'éducation. Mais dont on ne se rend même pas compte. Qu'on peut transmettre soi-même à ses enfants parce qu'on en a été soi-même imprégné. Enfin, c'est toute l'histoire du féminisme où tu te rends pas parfois toujours compte de la pression qu'on peut te mettre dessus ou des réflexions qui te paraissent anodines ou familières et quand tu réfléchis tu te dis non mais en fait pourquoi on m'a dit ça mais parce que je suis une femme et pourquoi on n'aurait pas fait cette réflexion à un homme mais ça suppose aussi de s'interroger soi-même et de déconstruire soi-même ce que tu as pu c'est ça en intégrer. Fait c'est intéressant que tu parles du terme de déconstruction parce qu'il s'agit je pense véritablement de ça et puis c'est intéressant quand on réfléchit à la représentation de voir que les très grandes questions de représentation autour de l'image sont arrivées autour de la déconstruction et de l'art moderne. Donc il y a une genèse comme ça de la déconstruction qui est pas un travail de sagouin, parce que parfois on fait passer ce travail de déconstruction pour un travail de Jean Foutre qui sait pas manipuler les images. C'est le contraire. En manipulant les images, en les déconstruisant, on commence à voir comment elles sont faites et de quoi elles sont faites. Et donc c'est un travail de la conscience. Et c'est pour ça que les images sont extrêmement intéressantes. C'est parce que d'abord, elles parlent d'une façon immédiate à l'œil et donc à la conscience de l'individu. Mais après, quand on rentre dans l'image, qu'on sait comment elle est faite et qu'on commence à interroger ces systèmes de fabrication, de production, etc., là, on rentre dans la connaissance et la conscience. Et pour moi, les dessins, ils sont faits pour ça. Et la prise de conscience aussi. Et la prise de conscience, absolument. Donc, je pense que l'art, c'est pas l'unique vocation de l'art. Il en a des multiples. Mais une des vocations de l'art, c'est bien ça, c'est d'être un outil pour la conscience,
Bon, alors ça peut être par la beauté, ça peut être par quelque chose déguisé, ça peut être par la confrontation. L'art a de multiples outils dans sa boîte à outils et à sa disposition, et c'est tant mieux. Donc c'est pour ça que je suis pas que fâchée de la surproduction en général. Il y a aussi il y a des cadeaux en fait dans la production à prendre, mais c'est surtout que c'est une possibilité de réfléchir à ce qui nous entoure, à pourquoi les choses sont faites comme ça, etc. Ça, c'est le travail profond de l'art, quoi, aussi bien en littérature qu'en peinture. Je pense que regarder quelque chose, c'est pas avoir un regard qui glisse. L'image fixe, notamment, elle nous appelle à pénétrer l'image et à rentrer dans l'image, dans le monde de l'image, d'une manière plus profonde, plus véritable, en prenant un peu son temps, quoi. L'image fixe, la bande dessinée, ça sert à ça, à prendre un peu son temps et à pas être dans un flux permanent d'images qui bougent. Hein, on est sollicité d'une manière très intense. Aujourd'hui, oui, complètement, partout. Dès qu'on sort ou dès qu'on allume un écran ou qu'on sort de chez soi, il y a de l'image, il y a du message à profusion. Donc arrêtons-nous un petit peu, prenons une bonne BD, lisons tranquillement. Mais oui, la lecture, c'est un temps ce qui est quand même assez apprivoisé, quoi. C'est autre chose. On est à la fois bombardé d'images et en même temps, l'œil, c'est quelque chose qui s'éduque. Oui. Et on a quand même le sentiment qu'on est à la fois submergé d'images et en même temps qu'on ne sait pas les lire, les images, parce que ça s'apprend. Enfin, on apprend à lire une image. Profondément, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on croit, quand on regarde, on croit qu'on a vu. Mais quand on regarde, on n'a pas encore assez vu. C'est le premier niveau de la vision, en fait. Et la vision, c'est quelque chose qui se développe, qui devient fin, raffiné, pointu, subtil, au fur et à mesure qu'on grandit et au fur et à mesure qu'on se pose des questions et qu'on commence à observer le monde véritablement. Le dessin est un enseignement, mais d'une grande merveille sur le monde et sur l'art de voir. C'est exactement ça qui se développe quand on dessine. Qu'est-ce qu'on voit, comment on le voit, et puis pourquoi on le voit comme ça. Enfin, il y a une foule de questions qui nous renvoient à nous-mêmes et au monde. Il y a une espèce de jeu comme ça, d'échange permanent entre le dessinateur et le monde. Et donc, ils sont un peu des passeurs, hein, comme les auteurs, comme les écrivains. Il y a un côté passeur et on est des interprètes du monde. Et la portion de monde qu'on interprète pour vous, elle est intéressante, elle mérite d'être observée, regardée. Quand on fait un livre, on dit juste aux autres, regardez ça aussi, comme ça peut être chouette, ou comme ça peut être étonnant, ou comme ça peut être tout un tas d'autres choses, confrontant aussi, insupportable, ça devrait peut-être pas exister. Enfin, il y a un univers de questions autour de chaque livre, et c'est pour ça que le livre est un objet, j'y reviens, si précieux, si précieux. Donc le but de ton travail, c'est vraiment pas de divertir, mais de faire réfléchir ou de mettre en lumière, tout en divertissant, mais de mettre en lumière quelque chose que toi tu as vu, qui t'interroge ou qui t'intéresse, oui, c'est un qui outil, te tient à cœur. Oui, c'est vraiment un outil de communication et un peu de passation, de dire bon, moi j'ai vu ça, est-ce que vous le voyez aussi, est-ce que vous le ressentez? C'est une volonté de partage de sensations et nos sensations sont des outils à partir desquels on réfléchit. Donc oui, c'est un désir de réfléchir et de communiquer ensemble, tout à fait. Et si je te dis, alors question que je pose à toutes les autrices que je reçois, si je te dis très féminin, très masculin, que me réponds-tu ? Alors je réponds que moi on m'a fait cette remarque qui m'a surpris une fois, qui m'a surprise, que j'avais une manière de dessiner pas féminine, que ça se voyait pas que j'étais une femme. Donc voilà, ça renvoie déjà à des choses. On se dit ah bon, il faut pas qu'on voit qu'on est une femme dans le dessin, et ça renvoyait à plein d'interrogations qui m'étaient pas trop passées par la tête parce que je dessine comme je sens et sans réfléchir en amont à si je dois produire quelque chose qui serait féminin ou masculin. Et ça fait pas partie de mes réflexions, ça. C'était plutôt une réflexion à ton sens qui était... C'était flatteur. C'était flatteur, oui. C'était voilà, flatteur, en fait. C'était positif, en fait. Oui, c'était
un compliment. Oui, c'est un collègue masculin qui me disait ça. Et tu dessines bien pour une femme. Qui l'envisageait effectivement comme un compliment. Donc du coup, ça laisse un petit peu entre deux. On flotte un peu quand on reçoit ce genre de remarques. Et en fait, il a été prouvé depuis par une expérience maintenant célèbre que ça se voit pas. Que le festival d'Angoulême, voilà, 2016. On ne distingue pas le trait masculin du trait féminin quand on fait le test en aveugle. Donc c'est surtout, je pense que les femmes ont été historiquement un peu cantonnées à un genre, au genre de l'amusement et de la jeunesse en illustration, hein, le genre éditorial qu'elle représente encore beaucoup. Il y a beaucoup et que j'ai moi-même représenté. J'ai été illustratrice jeunesse. Donc en fait, il y a plus de travail pour les femmes à cet endroit-là. Donc c'est vrai que finalement, il y a peut-être des choses féminines qui ont émergé, de douceur, liées au monde de l'enfance, etc. Mais ça a changé, ça aussi. C'est-à-dire que les codes de la représentation, il y a 20 ans, dans le livre jeunesse, et aujourd'hui, sont plus tout à fait les mêmes. Ça commence à bouger. On voit des choses en noir et blanc pour les enfants, ce qu'on ne voyait quasiment jamais il y a 20-25 ans. Et puis une richesse de production aussi, qui est devenue quand même très importante par rapport à ce qu'il y avait il y a peut-être 20 ans. La production jeunesse est devenue, parce que ça fait déjà quelques années, assez importante. Et effectivement, on se permet sans doute plus des choses un peu plus graphiques. Oui, il y a plus d'expériences qui peuvent être tentées. Et c'est une bonne chose parce que le regard enfantin a peut-être besoin de douceur et peut-être qu'il faut effectivement l'épargner par moment. Enfin, j'en sais rien. C'est encore une grande discussion. Mais il supporte aussi énormément de choses et puis c'est surtout que le regard, se fait aussi. Voilà, il se forme en même temps que le monde, c'est-à-dire que le monde aujourd'hui, moi j'observe des enfants donc dans mes cours qui voient au cinéma et sur écran aujourd'hui ce que moi je voyais à 18 ans, eux ils le voient à 9 ans. C'est-à-dire qu'ils supportent des images et ils gèrent des informations. Alors, est-ce qu'ils les gèrent bien? Est-ce qu'ils doivent voir tout ça? C'est encore là aussi un autre débat. Mais n'empêche que leur regard et donc leur intelligence et leur conscience est soumise à des images qui sont beaucoup plus variées que ce qui a été mon cas à moi quand j'avais leur âge. Hein, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus intense. Il y a une quantité beaucoup plus grande. Enfin, il y a plus de tout. Donc, je pense que finalement, le monde éditorial, il doit suivre un peu ça. Enfin, c'est le reflet du monde. Donc, ça va aller dans un sens où, forcément, ça va se développer et ça va prendre des formes multiples. On est dans une déclinaison, de toute façon, aujourd'hui, un peu des formes à tous les niveaux, dans une variation et une déclinaison des formes. Donc là aussi, ça va se faire dans le monde jeunesse. Pour le moment, effectivement, les femmes sont encore quand même cantonnées. Ça reste encore bouge, un peu culturellement, historiquement, c'est encore là. Dans l'illustration jeunesse, pour des raisons de supposée douceur féminine. Maternité, etc. Oui, mais c'est vrai que la femme a une connexion avec l'enfant qui, jusqu'à présent, qui a été particulière, parce que c'était quand même les femmes qui éduquaient les enfants, donc qui connaissaient leurs besoins quotidiens peut-être d'un peu plus près que l'homme qui rentre le soir, qui voit son enfant 1 heure, etc. Bon, on connaît ce schéma-là. C'est des schémas qui commencent à changer quand même. Mais ça commence à bouger, donc du coup, on peut se dire que tout va bouger. Le réel bouge, donc la représentation va bouger avec. Et du coup, effectivement, le trait féminin, le fameux trait féminin qui n'existe pas, il va bouger, il bouge. Donc tu confirmes, ce trait, à ton sens, n'existe pas? Oui, non, ça n'existe pas. Parce qu'il y a quand même quand on regarde, il y a quand même aussi des femmes qui, alors, ce qui peut se justifier en disant que le ressenti d'une femme ne va pas être le même que le ressenti d'un homme et que du coup le traitement d'un même sujet sera sensiblement différent. En fait, dans la caricature, ça nous renvoie effectivement, enfin c'est toujours opérant, ça nous renvoie à des schémas de construction de société qui nous préexistent. C'est-à-dire que le patriarcat qui est aujourd'hui toujours extrêmement dominant, et ce depuis des millénaires,
Eh bien, il a une figure particulière. Il a une figure particulière qui veut que l'homme soit donc actif, rapide, dans la maîtrise des outils. Ça suppose tout un tas de choses qui fait que l'homme n'est pas censé s'attarder dans l'émotionnel. Hein, et donc, cette espèce d'image de l'homme qui est pas dans l'émotionnel, quand on connaît des hommes, on sait qu'ils ont des émotions comme tout le monde. Sauf qu'ils sont culturellement soumis à la nécessité d'évacuer, de masquer ou de reporter à plus tard l'émotionnel. Mais si on dit aux hommes, l'émotionnel, tu peux l'éprouver maintenant, vas-y, peut-être que ça va commencer à changer beaucoup, déjà. Et si ils n'ont pas l'impression d'être tout seuls à devoir supporter la production de travail économique, si c'est véritablement partagé, si on réussit un peu plus à partager, leur manière d'envisager leurs réactions, leur personne, le monde, ça va bouger. C'est obligé, ça va ensemble. Alors, on n'y est pas encore, tout n'est pas fait, loin de là. Mais les structures sont en train de... On parlait de déconstruction tout à l'heure, et donc quand on parle de déconstruction, on en vient à la structure. Et dans le dessin, c'est super intéressant, parce que, par exemple, Picasso, ce qui faisait bouger dans ses tableaux, c'est la structure de la construction du personnage. Il poussait de droite et de gauche, et tout à coup, on se met à voir différemment. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. On pousse un peu de droite et de gauche, les hommes, les femmes, et il y a un peu un espèce de chambardement. Et donc, de se bouger de structure, quelque chose va naître. On ne sait pas encore bien quoi, mais on souhaite que ce soit quand même plus d'équilibre, parce que c'est de ça qu'il est question. Oui, mais c'est vrai qu'on est encore effectivement dans une société où peut-être que par l'éducation aussi, les hommes ne se sentent sans doute pas autorisés à éprouver des sentiments et peut-être à le faire transparaître aussi dans leurs œuvres. Mais... Oui, ils ont l'obligation de la force, et je pense qu'il y a plein d'hommes qui sont hyper stressés par ça. Ils ont l'obligation de la force, pas seulement physique. Je parle de force mentale et de force de production, etc. On est dans un monde donc qui est quand même effectivement très masculin et qui est géré par des règles masculines. Mais si on commence à changer cette donne-là, cette donne de productivité obligatoire, de compétition, de dureté, on est dans un monde qui fait prévaloir une forme de dureté et le côté implacable du caractère humain, donc représenté par le masculin. Mais on n'est pas obligé, enfin, c'est un choix. C'est un choix de société qui se fait d'une manière, comme on disait tout à l'heure, assez inconsciente. C'est quelque chose qui émerge en nous, qui est installé en nous sans qu'on en ait pris conscience. Ça nous renvoie à l'idée de matrice qu'il y a dans les films fantastiques, etc. Mais c'est sympa, c'est intéressant comme idée. Parce que qu'est-ce qui est en nous et qu'on n'a pas encore repéré ? Cette espèce de dureté obligatoire, notamment économique, pour vivre dans ce monde. Mais d'où ça sort ? C'est une construction, c'est quelque chose qu'on a tous construit ensemble, qu'on est en train de faire vivre ensemble, d'entretenir. Et non. Il y a assez à manger pour tout le monde, il y a assez de travail, il y a assez de tout, quoi. Faut peut-être s'arrêter, réfléchir un peu, se calmer. Enfin, il y a d'autres choses possibles. Et cette espèce de domination éternelle de la productivité à tout crin et la peur de manquer, c'est généré par la peur de manquer, ça. C'est par une espèce de peur confuse. Oui, mais qui est une peur ancestrale, qui est quasiment inscrite dans nos gènes au final. Oui, mais on cette peut peur aller gratter par là et justement se dire que cette peur du manque qui nous propulse tous, parce qu'elle a un côté, c'est vrai, positif et elle nous fait produire des choses, mais en même temps, ça nous stresse énormément et ça nous rend crétins. Donc peut-être qu'il faut qu'on gère ça un peu mieux, nos besoins et nos peurs profondes. Elles sont là pour être interrogées aussi avec le reste, je pense. Alors c'est vrai, c'est pas facile parce que c'est quasiment de l'instinct, quoi, justement. Et à interroger, c'est plus délicat, on a des réglages à faire sur nous-mêmes et sur la société. Et là, on en est, en fait, je dirais, au réglage un peu fin aussi. Donc ça nous demande de rentrer dans notre matière et dans notre structure, comme on disait tout à l'heure, et de toucher à des choses. C'est inconfortable. C'est inconfortable, les choses auxquelles on est confronté en ce moment. Très inconfortable. Mais après tout, les femmes ont l'habitude de l'inconfort. Elles savent travailler là-dessus. Oui, on a l'habitude. Je crois. Je te confirme. Et tu évoquais tout à l'heure le festival d'Angoulême 2016.
Donc, pour rappeler, il y avait pas, aucune femme n'avait été nommée pour le Grand Prix, ce qui est un Grand Prix en plus international. Ouais. Donc, il y avait eu une levée de bouclier, les médias s'en étaient emparés à ce moment-là. Donc, c'était il y a quasiment 2 ans, puisque là, on enregistre un peu avant le festival. Ouais. Et donc, ma question, c'est, pour toi, est-ce que tu as le sentiment que ça a provoqué une prise de conscience, que le fait que les médias s'en emparent et en diffusent un peu cette information et les prises de position qu'il y a eu par la suite, est-ce que tu as le sentiment que c'est le point de départ d'une petite révolution, ou en tout cas que ça va faire bouger les choses ? En fait, je pense que ça commence à effectivement bouger. Il faut toujours mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Par moment, c'est extrêmement positif, et apparemment, là, les choses qui commencent à émerger de droite et de gauche semblent donc du coup servir un peu le propos des femmes s'entend, puisque par exemple, dans les cahiers de la bande dessinée, il est suggéré que l'avenir de la bande dessinée passe peut-être par la femme, ce qui paraît quasi certain, puisque la femme c'est l'avenir, vu que c'est elle qui crée la vie, hein. Donc, la femme est donc voilà, l'avenir de l'homme. La femme est bien l'avenir, ça c'est certain. Mais donc il y a ça, qui est des petites choses comme ça qui se passent intéressantes, et puis je pense que c'est toujours des marqueurs. Ça veut pas dire que ce moment-là va est forcément il est emblématique. Il y a des choses qui sont en cours depuis plus longtemps, mais c'est bien qu'il y ait eu des réactions, que ça a été vif et que ça ait suscité la polémique, parce que la polémique, ça sert aussi à faire un peu bouger les choses, à ce que les arguments se promènent dans toutes les couches de la société, dans tous les esprits, et qu'on fasse un peu du coup le point là-dessus, qu'on sache où on en est et comment on se positionne. Donc je pense que c'est une très bonne chose que la parole des femmes soit plus entendue, que leurs dessins soient plus vus, et en fait on se demande pourquoi effectivement Claire Bretéché n'a pas eu le Grand Prix de la ville d'Angoulême, pourquoi d'autres personnes ne l'ont pas eu, parce que depuis donc parce en que 40, quand même depuis, alors pour l'instant il y a eu 44 gagnants du Grand Prix. Voilà, et sur 44, il n'y a eu que 2 femmes. Ouais. C'est très peu, et puis alors c'est vrai que c'est un peu le reflet d'une forme d'invisibilité du travail féminin, mais donc justement il est question de ça, que les invisibles deviennent visibles, et que ce soit donc pris en main, vu, reconnu. Mais c'est vrai que du coup il y a besoin que les hommes se manifestent là-dessus, puisqu'ils sont à des postes déterminants, puisque c'est eux qui ont le pouvoir aussi de dire ah bah oui, finalement là on peut peut-être glisser ce nom-là. Donc qu'ils le fassent, qu'ils prennent en main cette chose-là pour plus pouvoir être taxés de favoritisme envers leur propre sexe en permanence, quoi. Parce que ça finit par se voir un peu quand même, quoi. Ce n'est pas très discret. C'est pas très discret, les gars, quand même. On s'en est rendu compte. Mais donc, on peut aussi se poser la question après de l'intérêt d'un prix qui ne distingue qu'une seule personne à la fois, parce que ça peut peut-être être pensé différemment aussi, d'une façon plus généreuse. En fait, les prix en général, c'est on sort de son bocal un type, là, on le sort du lot, et toi, tu es digne tu es remarquable, tu es digne d'être vu. Mais les gens dignes d'être vus sont bien plus nombreux que ce qui émerge finalement dans un espèce de système comme ça qui reconnaît surtout en fait l'œuvre au sens aussi économique du terme. C'est pas qu'une histoire de valeur là qui est reconnue, c'est une histoire de productivité. Le chiffre de vente. C'est une histoire de chiffre de vente et de visibilité qui est reconnue aussi. Donc on peut peut-être décider qu'il y a des œuvres qui sont de peu de nombre au niveau des livres, en termes de livres, mais qui sont des œuvres. Qu'est-ce que c'est la définition d'une œuvre du coup ? Parce qu'en fait la question c'est surtout ça. C'est pas que le nombre de personnes qui arrivent sur la ligne d'arrivée à la fin là. C'est qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, quoi. Est-ce que c'est un qualitatif ou quantitatif ? Il faudrait peut-être qu'on arrête de privilégier
le quantitatif, qu'on arrête d'être toujours dans la même logique dont on parle depuis le début de cette discussion, qui est cette espèce de productivité forcenée et qui finit par avoir des caractéristiques un peu masculines, dominantes, exagérées, quoi. Oui, et puis on peut se poser aussi la question de qu'est-ce qui restera en termes artistiques, littéraires de notre époque. Ça ne sera pas forcément les albums, les romans ou les œuvres qui auront eu le plus de succès de manière contemporaine. Parce que c'est quand même... on a des exemples... L'histoire fait le tri, ça c'est certain. L'histoire fait le tri, oui. Et du coup, effectivement, on saura pas... on ne sait pas aujourd'hui ce qui va émerger de cette pléthore de productivité. Je suis pas du tout en train, je le précise comme ça, je suis pas du tout en train de dénier les qualités artistiques à toutes les personnes qui ont remporté ce prix, loin de là. Il y a de très grands créateurs, c'est intéressant et c'est une belle chose. Mais maintenant qu'on a déjà expérimenté le processus du prix de cette façon-là, est-ce qu'on peut pas en inventer d'autres, quoi ? Il est temps d'inventer pas mal de choses différentes sur nos manières de fonctionner. Et ça, c'en est une, pourquoi pas. Mais donc que ce soit un espèce de point de repère 2016, oui, c'est certain, et c'est très bien. Et je salue aussi les quelques hommes qui ont saisi cette opportunité pour se solidariser justement avec des femmes. Parce qu'il y en a qui se sont retirés du jury, comme tu sais. Et merci et bravo, quoi. Bien. Oui, c'était un signe d'amitié et de collaboration très puissant, quoi, que quelques-uns ont su faire, de dire oui, c'est vrai, c'est un peu injuste ce truc, du coup moi je m'en vais. Et c'est une solidarité qui est intéressante et qui est belle et qu'on voudrait voir se développer un peu plus, parce qu'on est en train de faire tous ensemble le gros boulot, quoi. C'est pas si facile que ça d'être artiste, quoi. Donc si on pouvait tous ensemble partager, collaborer, ça serait pas mal, quoi. Ça rendrait sans doute la vie plus douce. Ça rendrait la vie plus douce. On est plus forts tous ensemble que tout seul. Absolument, c'est le but. Merci beaucoup Sylvie. Merci pour à cet toi, entretien très riche et très intéressant. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite!